Bonjour, vous êtes sur la chaîne d'Un Simple Bipolaire. Aujourd'hui, on est avec Ludivine qui a gentiment accepté de répondre à mes questions. On est au nord de Paris, à Pontoise. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc je me prénomme Ludivine, j'ai 40 ans. Je souffre donc de bipolarité de type 1. Je suis la maman d'un petit garçon de 11 ans et demi. Je suis divorcée, mais je suis à nouveau donc en couple pour former une famille recomposée. D'accord. Et pourquoi tu as accepté de faire ce témoignage? Je trouve ce témoignage très utile parce que j'ai eu le malheur de constater qu'il y avait trop de désinformation à ce sujet, que évidemment sur le terrain les malades bipolaires souffrent de stigmatisation, et que si on pouvait par quelque façon que ce soit arranger les choses de manière à insérer les patients bipolaires dans la vie de tous les jours, parce que cette pathologie ne va pas à l'encontre d'un quotidien dans la vie, par exemple au travail ou quelle qu'elle soit. Simplement, en effet, si on connaît cette pathologie, on peut enfin savoir comment l'appréhender. D'accord. Et toi, depuis quand tu es diagnostiquée? Je suis diagnostiquée depuis juin 2013. D'accord. Et comment tu as découvert la maladie? Comment ça s'est manifesté? J'étais auparavant diagnostiquée pour simple dépression, donc sous antidépresseurs. Et on le sait maintenant, les antidépresseurs poussent les patients qui souffrent de bipolarité dans des états maniaques à la longue ou même à court terme. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé. J'ai été donc poussée dans mes retranchements et j'ai fait une crise maniaque lourde qui m'a induit à faire une tentative de suicide. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'hôpital en urgence. J'ai été donc ensuite hospitalisée. Donc la première démarche des soignants a été de me mettre en ce qu'on appelle en cellule de contention, c'est-à-dire de m'attacher avec 4 membres pendant 4-5 heures. Ce qui est traumatisant. Ce qui est lourd de conséquences. Pour ensuite me mettre en chambre d'isolement. Donc là, c'est pareil, le but c'est de limiter les stimuli, mais au-delà de ça, c'est très difficile à vivre. Il n'y a pas de possibilité de se divertir, on ne peut pas lire, on ne peut pas regarder la télé, on ne peut parler à personne, on est complètement isolé, parfois dans le noir, ce qui était mon cas. On est vraiment réduit à peu de choses. Donc c'est très difficile d'aborder une nouvelle démarche thérapeutique dans ces conditions, parce que c'est difficile de faire confiance. Donc ça demande un gros effort sur soi. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu acceptes la maladie? Aujourd'hui, la maladie fait partie de moi. Donc elle est complètement acceptée, puisque si je ne l'accepte pas, je ne pourrai jamais lutter contre, donc je n'irai jamais mieux. Donc en effet, elle fait partie intégrante de moi. En revanche, c'est pour autant que je le crie non plus à tout le monde. Et tu estimes être stabilisée ou... Alors chez moi réellement, on ne peut pas observer de réelle stabilisation à proprement parler. Il y a beaucoup de variations de l'humeur, serait ce qu'on appelle cyclotimique hypomane. Donc il n'y a pas d'euthymie, c'est-à-dire d'humeur assez peu variable. Ça fait pas partie de mon quotidien, j'appelle ça le Graal. Et tu as déjà un peu répondu à cette question, mais comment se manifeste du coup la bipolarité dans ton quotidien de tous les jours? Le quotidien avec la bipolarité est parfois compliqué, dans le sens où les sens, les émotions et tout ce qui s'ensuit sont exacerbés et parfois difficiles à gérer, parfois mal accueillis, mal compris. Ce qui fait qu'il y a des choses du quotidien qui sont véritablement difficiles à vivre.
Par exemple, je sais pas moi, se déplacer, aller à la CAF, par exemple. Le truc typiquement impossible pour moi, parce que je sais que je dis toujours que je vais avoir 25 de tension, donc je vais monter en hypomanie sévère, et ça va changer le cours de ma journée, mais si ça se trouve, je ne serai même pas capable de rentrer chez moi. Pourquoi ça déclenche ça? Parce que je suis... par exemple dans ce genre de situation contrainte de subir des gens qui vont pas forcément m'écouter, qui vont m'envoyer, par exemple c'est arrivé à la CAF, j'avais juste besoin d'être entendue pour une question, on m'envoie sur un ordinateur, je sais pas me servir de cet ordinateur, résultat je monte encore dans les tours et ça nourrit l'état hypomane. Donc clairement sur ce genre par exemple de démarche, je le sais maintenant, je ne le fais pas seule. Donc voilà par exemple le quotidien d'un patient comme moi, simplement savoir à l'avance ce qu'on peut endurer et ce qu'on ne peut pas endurer. Il n'en reste pas moins que c'est intéressant de travailler sur des choses qui peuvent être quand même difficiles pour essayer de les améliorer. Toujours pouvoir anticiper. Dans l'anticipation constamment. D'accord. Et aujourd'hui justement par rapport à ça, quelles sont tes peurs par rapport à la maladie ? Alors les craintes qui perdurent, qui sont constamment aussi présentes, sont avant tout la peur de faire du mal aux gens qu'on aime. Comme je vous l'ai dit, j'ai un petit garçon qui a 11 ans. C'est un petit garçon donc, depuis toujours, donc il ne connaît que sa maman telle qu'elle est, c'est-à-dire malade, qui encaisse. Et je trouve pas ça juste parce qu'il a il doit avoir une vie d'enfant et en l'occurrence il n'a pas une vie d'enfant lambda et donc ça fait partie des craintes et c'est la culpabilité qui est pareil, qui est constamment présente. Après les craintes c'est aussi les mises en danger, c'est les retranchements dans lesquels on peut aller qui peuvent aller loin. Donc des craintes, il y en a constamment, mais le but aussi du travail sur la maladie bipolaire, c'est d'anticiper ça et de travailler contre ça. Toujours dans l'anticipation constamment. Pour justement gérer ces genres de situations. Les virages. Les virages. Et comme tu le disais, le mot pour les éléments déclencheurs, c'est les prodromes. Voilà, un prodrome, c'est un signal de virage de l'humeur. Si par exemple je me mets à claquer des portes, à parler plus fort, à faire 4 fois l'aller-retour dans l'appartement alors que je cherche un truc, alors que je sais typiquement qu'il est là, ça peut être tout à fait un signal, un prodrome qui va m'indiquer que je suis en train de subir un virage de mon humeur. Donc le but de l'identifier, c'est, comme je dis, d'inverser la vapeur, d'éviter d'induire ce virage et d'aller à l'encontre de ça. D'accord. Et est-ce que tu as pu observer des changements entre l'avant et l'après la connaissance de la maladie ? Mais oui, comme je dis toujours, si on connaît l'ennemi, on peut mieux combattre. En l'occurrence, avant la connaissance de ma maladie, je ne pouvais pas combattre cette maladie, je ne savais pas que j'étais bipolaire, j'étais en principe dépressive. Donc, lorsque par exemple j'étais en état hypomane, c'était une belle manière de gagner sur la maladie de la dépression vu que j'étais en pleine forme. Sauf que si j'avais su que j'étais bipolaire, j'aurais analysé les choses de manière très différente. Je me serais dit, non, là je ne suis pas en train de gagner sur la maladie, au contraire c'est la maladie qui gagne sur moi. Donc en effet c'est très important de connaître l'ennemi pour mieux le combattre. Mieux le combattre, ouais. On va parler un peu de ton ancienne profession. Est-ce que ça a été un problème pour toi dans ta profession ? Cette maladie a-t-elle été un problème pour toi dans ta profession ? Alors, oui, elle s'est révélée évidemment être un problème. Est-ce que tu peux nous dire il y a, alors je suis pharmacienne, mais il y a au sein de ça quelque chose de presque ironique, je dirais. C'est-à-dire que alors moi-même j'étais sous antidépresseur, lorsque je délivrais des médicaments à un patient que je trouvais
trop mou, qui avait sa prescription venant d'un psychiatre, avec ses antipsychotiques, ses anxiolytiques, enfin, etc. Avec ses cheveux gras, son attitude un peu très nonchalante comme ça, je pensais au fond de moi, alors que j'avais une blouse blanche sur le dos, tu prends tes médicaments, ça c'est la base, mais oublie pas le petit coup de pied aux fesses qui va avec. Je l'ai pensé réellement, et c'est aussi la raison de mon témoignage aujourd'hui, parce que je sais que trop de gens le pensent, même en tant que professionnel de santé, et c'est grave, ça a été mon cas. Donc c'est bien fait pour moi. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté, mais en effet, au-delà de ça, j'ai eu donc ça, cette pensée-là, je l'ai eue sur des états hypomanes, où en effet j'étais très accélérée, et je n'aurais en aucun cas ressenti de l'empathie sur quelqu'un qui était donc très mou. Au-delà de ça, sur mes périodes dépressives, dans ma profession, les choses ont été compliquées parce que j'avais en effet beaucoup d'empathie envers quelques patients que ce soit celui qui avait une angine blanche, celui qui revenait de sa chimiothérapie, ou la dame qui était enceinte, par exemple. J'allais derrière mes tiroirs et je fondais en larmes. Donc c'était très compliqué, que ce soit en état hypomane où j'étais pas, je faisais pas mon métier comme il fallait, ou en état dépressif, où là pour le coup le malheur des gens me grignotait. Donc véritablement j'ai pas trouvé d'équilibre, une fois de plus, à ce niveau-là, et c'est resté une réelle frustration. D'accord. Et du coup, quelles sont les solutions que tu as trouvées face à la maladie ? Les solutions donc, face à la maladie peuvent s'exercer aussi bien donc, au quotidien que dans le regard le plus large qu'il soit. Je vous ai parlé tout à l'heure des prodromes, c'est une réelle clé pour éviter les virages. Et les virages, c'est ce qui va être vraiment dommageable dans la maladie, le virage de l'humeur. Donc ça court-circuite réellement quand on y parvient, quand on agit bien. Mais à savoir également qu'on n'est pas seul à agir face à ça, qu'on peut avoir, ça aussi c'est quelque chose à mettre en place, un référent, comme le conjoint, si c'est un enfant, bon, moi, ça arrive que ce soit mon fils, mais c'est malgré moi parce que je trouve qu'il est trop jeune, mais ça peut être un enfant s'il est plus grand, un frère, une soeur ou autre, parce que ces personnes-là nous observent et finalement elles ont un regard, lorsque c'est empathique, ça fonctionne que si c'est empathique, elles ont un regard assez objectif sur notre manière de faire et finalement elles sont tout à fait à même de s'apercevoir que tiens, d'un seul coup notre parole s'accélère, on parle plus fort, on s'agace très vite, etc., et vont pouvoir nous le dire. Fais attention, là tu es en train de nourrir quelque chose qui peut être dommageable. Simplement ça nous permet à nous d'avoir ensuite un petit regard intérieur et qui nous permet d'avoir une meilleure analyse qu'on n'a pas forcément à chaud. Ça permet de prendre vraiment du recul. Oui, parce qu'à chaud, c'est pas possible normalement. Si on n'a pas vraiment quelque chose qui induit comme ça sur nous, c'est très très difficile. Au-delà de ça, il y a d'autres outils comme le journal de l'humeur. C'est une application que j'ai téléchargée sur mon téléphone. Alors, je ne suis pas très high-tech, mais il se trouve que c'est assez probant. On peut raconter un petit peu ce qu'on a fait dans la journée. On a des petits smileys à mettre ou des choses qu'on a fait ou pas dans la journée. Et puis au final, on peut avoir de tout ça. On sort un graphique de notre humeur. Et ça permet de comprendre, ah oui tiens là, il y a eu une réelle baisse et pourtant objectivement, je m'en étais pas rendu compte. Mais pourtant ça ressort. Donc ça c'est un support parce qu'on peut travailler avec ça, ne serait-ce que soi-même, mais avec son psychologue. Et c'est un vrai support parce que moi quand j'arrive chez mon psychologue, en général je me rappelle même pas de ce qu'on s'est dit la veille. Alors que là, il suffit de regarder. Ça permet de se remémorer de certains moments. C'est concret, ouais. Concrètement. Donc ça c'est très bien. Il y a un outil que peu utilisent et que peu connaissent, c'est la Live Chart. C'est
un graphique à faire. Tu peux nous le montrer. On peut montrer. Ouais, c'est pas. Voilà. Donc la life chart, c'est un graphique de notre vie, donc de la naissance à maintenant, où on situe l'hypomanie par le petit m, la manie par le grand M, et en dessous le petit d par l'état dépressif et le grand D par la dépression. Au milieu, pour ceux qui ont cette chance, on a le TIMI, donc c'est un état normal, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est donc de placer les événements de sa vie avec les dates, savoir si à ce moment-là il y avait une médication en place, si oui laquelle, donc quelle stratégie thérapeutique, et les prodromes, s'il y a eu des prodromes avant, quels ont été les prodromes qui auraient permis d'annoncer le virage. Et ça permet aussi d'avoir un petit peu un traçage des virages qui ont pu être lourds de conséquences dans notre vie. Et c'est vraiment parlant aussi. D'accord. Sur le papier, c'est à faire si possible avec façon, un référent. Je mettrai en lien juste en dessous le graphique de la life chart. Mais à faire vraiment avec un référent, donc si possible quelqu'un qui connaît quand même bien notre vie. Moi je l'ai fait avec ma maman, parce que forcément, on a besoin d'historique. Donc ça c'est un bon support aussi. Pour éviter, donc c'était la question, les crises, parfois des situations, enfin des solutions d'évitement, hein, simplement. Par exemple, j'évite certaines personnes ou certaines situations, clairement. Parce que j'ai identifié certaines choses qui vont être prodromiques. Je le sais, voilà, je le sais que ça c'est pas la peine, donc je ne le fais pas, je n'y vais pas. Par exemple, aller à la foire de Paris, je n'y vais pas. je sais clairement, je me tire une balle dans le pied, donc non. Voilà, donc là-dessus, j'essaie d'être quand même assez lucide. Bon, alors les conseils habituels, un bon rythme de vie. Le sommeil. Donc voilà, le sommeil, chez moi c'est un peu compliqué, mais le sommeil, les médicaments, donc une bonne observance à heure fixe. Par exemple, tout bêtement, l'année dernière, j'ai subi un accès maniaque. Observance. À une bonne observance, donc prise heure régulière des médicaments. Et ne pas faire d'automédication, je prends un peu plus de ça, un peu moins de ça. Mais clairement, ça doit être mon métier. L'année dernière, grosse chaleur au mois de juillet, j'ai subi une déshydratation. Mon taux de lithium était trop important dans le sang. J'avais fait une prise de sang à ce moment-là, c'était tout à fait fortuit. J'avais vu ma psychiatre, je lui ai montré la prise de sang comme on fait toujours. Elle m'a dit, oh là là, il y a trop de lithium. Qu'est-ce qu'on a fait? On a baissé le lithium. La réhydratation était redevenue meilleure parce que ça a été que ponctuel. Je suis passée en vacances comme ça. Et en vacances, j'ai fait un accès maniaque parce que j'avais pas assez de lithium dans le sang. Parce qu'en fait, on aurait dû se référer à cette grosse chaleur qu'il y avait eu et à ce problème de déshydratation. Donc clairement, ça se joue à rien. Il faut anticiper chaque événement. Par ça, voilà, à un accordage de piano. C'est vraiment c'est à peu de choses, donc il faut être très alerte, sans quoi on peut vite subir des conséquences lourdes liées ou pas au traitement en fonction. Voilà, puis aussi je parle du fait que c'est important de communiquer. Donc auprès des siens, de dire voilà clairement quand ça va pas, savoir se coucher. Donc je poursuis sur les éléments que j'ai mis en place pour essayer d'aller mieux. Je dis pas que c'est magique, hein. Donc la cynothérapie, donc c'est la présence depuis une semaine là, de ce gros toutou qui est au pied de la caméra, qui est très sage. Et en effet, ça permet de déporter mon attention, donc, qui est d'ordinaire sur moi et mes souffrances, sur lui. Ça permet de mieux me régler, c'est-à-dire pour le sortir le matin, il faut se lever, le sortir le soir, ne serait-ce que ça.
Et aussi, ça permet un meilleur contact aussi social, alors que d'ordinaire, sur un état dépressif, je suis terrée chez moi, là, pour le coup. Il faut, de toute façon, il faut sortir. Et puis le chien, ça amène à discuter. Donc, c'est réel, c'est reconnu. Ça amène toujours un lien social. Ouais, donc ça, c'est une bonne chose pour ceux qui peuvent le mettre en place. Donc, je vois mon psychologue environ toutes les semaines. Donc, ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'assez basique. Je prends mon traitement, je fais mes prises de sang. Je ne consomme pas de toxiques, ça c'est une chance pour moi. Je n'aime pas ça, mais pour ceux qui aiment ça, c'est compliqué parce qu'il y a quand même un travail. Il faut lutter contre ça. Moi, je n'ai pas. C'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà. Je n'ai pas à travailler là-dessus. Donc ça, c'est déjà en moins. Sinon, j'ai fait quelque chose aussi de très constructif qui s'appelle la psychoéducation. C'est là. C'est un travail en 9 séances. Alors je fais 2 programmes, au sein de l'hôpital où on nous apprend déjà ce qu'est la maladie, donc les états dépressifs, maniaques, à identifier nos prodromes, puisqu'on a chacun nos signaux alertes de crise. On nous apprend ce que sont les comorbidités. Les comorbidités, ce sont les maladies qui s'associent aux troubles bipolaires, comme moi par exemple j'ai l'hypothyroïdie, voilà, clairement c'est une comorbidité. On nous donne des notions de pharmacologie pour mieux comprendre les associations, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Donc ça, à ce niveau-là, tu devais être assez calé. Là, je me sens un peu plus dans mon bain. On voit c'est un gros pavé quand même qui fournit. Ouais, en fait, il y a 9 séances de 2 heures environ, mais c'est même difficile de caser tout ça en 18 heures. On nous apprend comment communiquer avec l'entourage, ça c'est aussi intéressant. On nous donne des notions de facteurs déclenchants et des notions de gestion du stress. Et le programme de psychoéducation se termine par une stratégie pour chacun des patients, puisqu'on a, il n'y a pas un trouble bipolaire, mais des troubles bipolaires, donc on a chacun notre façon de vivre nos troubles bipolaires. Mais c'est un travail quand même qui se fait en groupe. On a 3 psychologues, un psychiatre qui nous guide, et on est là en ce moment 19 patients, je crois, à suivre ça. C'est très utile, ça permet de se remettre en cause, de retravailler, de débriefer avec ses proches. Moi je débriefe beaucoup en rentrant de la psychoéducation, histoire que ce soit clair pour tout le monde, parce que si on fait notre travail de patient, qu'on se soigne, qu'on fait ce genre de démarche, mais qu'arrivé à la maison, le terrain est hostile, qu'on est incompris, qu'on est stigmatisé, ça ne peut pas aller, ça n'ira jamais. Donc c'est un vrai travail à faire ensemble. D'accord. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont diagnostiquées récemment, et que conseillerais-tu plus généralement aux bipolaires ? Je crois que la première clé serait d'éviter absolument le déni. C'est vraiment l'état le plus lourd de conséquences. Parce qu'un patient qui est dans le déni ne prendra pas ses médicaments, n'ira pas faire sa thérapie, aura des comportements à risque, des mises en danger, et sera poussé dans ses retranchements. Donc à un moment donné, ça va lâcher. C'est le plus gros risque, je pense, le déni. Donc toujours pareil, d'avoir une bonne observance, une bonne hygiène de vie, des bons rythmes. Donc pas de toxique, pas d'alcool. Limiter le café, on le sait aussi, tout ce qui est excitant. De ne pas faire d'automédication, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est compliqué quand on va moins bien de ne pas se jeter sur la boîte d'anxiolytiques, parce que c'est vrai que c'est facile, là pour le coup c'est pas... C'est la solution qu'on voit en premier. On sait qu'on ne doit pas prendre d'alcool ni de... Mais on n'a pas dit que les anxiolytiques on n'avait pas le droit vu que c'est sur l'ordonnance. Mais c'est difficile donc de pas avoir la main lourde, et je n'en sais plus trop. Donc en effet ça c'est le piège. Il faut absolument, ça c'est la théorie, en pratique c'est pas toujours facile, mais essayer de communiquer avec les professionnels de santé si ça va pas. Ils sont le plus à même de nous aider. Après y avoir accès c'est encore autre chose. Et évidemment avoir un référent
On va faire vraiment une personne de confiance qui derrière va pouvoir aider à comprendre tout ça et analyser, prendre du recul. Déculpabiliser. Avoir une écoute bienveillante. Voilà, ça aussi c'est le Graal hein, pour la plupart. Hein. Donc, on n'a pas la chance de... voilà, quand on a la chance de l'avoir, faut pas le lâcher. Du coup, par rapport à... On parlait de médication. Est-ce que toi, tu as des effets secondaires par rapport à ton traitement ? Alors oui, comme beaucoup, j'ai des effets secondaires qui sont liés à mon traitement. En l'occurrence, la fatigue est continuelle. Au-delà de ça, je suis aussi quasiment totalement hypersomniaque. Je peux dormir plus de 15 heures d'affilée toute la semaine, c'est pas un problème. J'ai une hypothyroïdie, donc que l'on traite par un autre médicament encore. J'ai pris beaucoup de poids, hein, je suis à plus 12 ou 13 kilos. Ce qui est très courant dans les... Ce qui est très classique aussi, mais c'est pas parce... Alors, encore une fois, hein, c'est pas parce que c'est courant que c'est acceptable. Oui. En médecine, c'est à partir du moment où ça devient fréquent, c'est pas grave. Non, ça marche quand on est le prescripteur. Quand on est le patient, c'est plus pareil. Donc, je subis pas mal de tremblements, mais... Alors, il y a une double problématique, c'est-à-dire que c'est en lien avec le traitement, mais on sait aussi qu'en état hypomane, on subit aussi des tremblements. Donc, c'est pour ça qu'on a cette double problématique. Ça serait donc la conséquence de la maladie et des traitements. Ouais, c'est additionnel. Je souffre de perte de mémoire et j'ai des problèmes de concentration. Et j'ai eu pas mal aussi de crises de calculs rénaux. Ça, c'est lié directement au lithium. C'est très très courant. Et très douloureux aussi. Et c'est très très douloureux. Il faut préciser. Et d'accord. Et donc, tout à l'heure, tu disais que tu étais pharmacienne. Et est-ce que ton employeur était au courant de ta maladie Alors, oui, moi je suis dans un contexte un peu particulier. J'ai été recrutée il y a plus de 12 ans de ça. Lorsque j'ai été recrutée, j'ai annoncé donc, qu'à l'époque j'étais donc dépressive. Quand j'ai été diagnostiquée bipolaire, c'était toujours le même donc, gérant de la pharmacie. J'ai été arrêtée définitivement puisque mis en invalidité. Mais entre-temps, la pharmacie a été rachetée. Donc il se trouve que mon employeur actuel, puisque je suis toujours sur les registres du personnel, a priori c'est normal que ça marche comme ça en invalidité, je ne comprends pas tous les tenants des aboutissants, là aussi il y a un gros vide d'informations. Mais mon employeur actuel est au courant, mais cela dit, je n'ai concrètement jamais travaillé pour lui. Tu n'as plus aucun rapport avec la pharmacie finalement, non. Autre que le fait que tu es en invalidité chez eux. Quoi. Voilà, exactement. C'est vrai que y a un gros vide. Il y a un gros vide informationnel autour de... C'est le néant. Autour de ce que... Ouais, de tout. De l'administratif. Oui, toute la partie administrative, mais que ce soit l'employeur lui-même, que ce soit alors, ce qu'ils appellent la CRAMIF, c'est la caisse qui gère les invalidités, qui est a priori une entité de ce que j'ai compris de la sécurité sociale. Et il y a aussi un vide sur la mutuelle, puisque je suis payée aussi, en fait c'est ma mutuelle qui verse mon salaire à mon employeur, qui me verse ensuite mon salaire avec une fiche de paie et tout ça se complète avec l'invalidité. Mais par exemple pour les points retraite, tout ça, je ne sais pas comment ça se passe, c'est le néant total. Est-ce qu'on cumule ou pas ça, on ne sait pas. Moi j'ai toujours je crois que j'ai 23 depuis donc 2012, j'ai 23 jours de congés payés dans ma pharmacie. Je sais pas ce qu'ils adviendront de ces congés payés. Enfin, c'est que des trucs comme ça, on ne sait pas. J'ai subi une consultation, ça c'était assez drôle, par le médecin du travail, que mon employeur avait demandé puisqu'il venait de reprendre l'officine. Le médecin du travail m'a d'abord mis inapte. Je suis partie à la pharmacie pour donner le coupon à mon patron. Il m'a rappelé ce médecin du travail alors que j'étais sur le trajet pour me dire non, revenez. Il m'a repris ce fameux coupon pour me faire simplement une lettre explicative
pour dire simplement qu'il ne savait pas. Lui-même savait pas ce qu'il Statu fallait quo. faire. Et quand je suis arrivée, il m'a demandé de quoi je souffrais. Je lui ai dit, vous n'êtes pas au courant. Enfin, et je lui ai parlé des troubles bipolaires, il ne savait même pas ce que c'était. D'accord. Ah oui. C'est Donc, on vraiment parle de vrai. médecine du travail. Ouais. Donc là, c'est même plus le vide, c'est... C'est j'ai été atterrée. Et Ouais. je suis arrivée d'ailleurs chez mon patron après pour lui donner la fameuse lettre en état... Parce que moi j'avais fait 1h30 de route pour faire cette consultation qui n'a donc servi à rien. 1h30 de route dans l'autre sens. Tout ça sous médicaments alors que je ne peux pas conduire. Enfin, c'était... Du coup, tu n'as pas le droit de conduire à cause des médicaments. Sur le papier, j'ai le droit, j'ai mon permis de conduire. Mais moi je sais que je n'y arrive pas. Je peux conduire une demi-heure. Une demi-heure, c'est bien. D'accord. Au-delà d'une demi-heure, ça devient très compliqué. J'ai déjà beaucoup de problèmes de concentration. C'est la maladie. Concentration, réflexe. Alors c'est pareil, je pense qu'il y a un lien entre la maladie et les médicaments. Mais clairement, moi je vois que ça n'est pas... Enfin, il n'y a pas de sécurité, quoi. Depuis que je suis malade, ma voiture est partie en carrosserie une fois par an. D'accord. Je le sais très bien. Donc tant mieux si c'est la voiture qui morfle. Mais si un jour je fais du mal à quelqu'un, donc je limite les déplacements. D'accord. Et avec ton entourage, comment ça se passe? Est-ce qu'ils acceptent la maladie ou ils sont dans le refus? Alors, je dirais que globalement, je m'en sors pas trop mal. C'est pareil, la psychoéducation permet de rencontrer d'autres patients et de mesurer sa condition. Donc oui, je dirais que je m'en sors pas trop mal. Je suis en conflit constant avec mon père qui a une manière de faire assez toxique avec moi. Donc j'ai décidé de carrément l'évincer de ma vie. Je trouve ça dommageable, mais si c'est pour une des mesures à prendre pour que j'aille mieux, je la prends. C'est trop précieux, donc au-delà de ça, je suis assez comprise, écoutée, mon conjoint, si un jour je vais pas bien, même si moi je travaille pas, si lui a travaillé toute la journée et que quand il rentre, j'ai pas eu le courage de faire à manger ou quoi, il le fera, il va rien dire du tout, au contraire. Oui, il accepte totalement la maladie. De toute façon, on s'est connus, comme je dis toujours, moi j'ai mis les cartes sur la table, j'ai expliqué mais tout. Ça sert à rien de faire, d'essayer d'esquiver les problèmes qui vont nous revenir en surface. Non, voilà. Donc, mais c'est vrai que ça c'est un problème, si je peux juste le dire, en début de relation, parce que donc si j'en ai refait, enfin depuis mon divorce, j'en suis à la 3e. J'ai remarqué avec moi, les hommes sont souvent fascinés par moi. Ils ont une façon de faire où c'est toi que je veux, et je suis obligée, moi, de freiner des cas de fer pour dire attention, tu te rends pas compte dans quoi tu t'embarques. Il y a beaucoup de choses qui vont avec ça, il n'y a pas que la partie fun. Et souvent, peut-être aussi que au moment où on se rend compte, je suis peut-être dans un état un peu hypomane et qu'ils n'ont pas rencontré de nana rigolote, machin comme ça. Et du coup, ça leur envoie des messages cool. Sauf que c'est pas objectivement ce que je suis. Donc à chaque fois, dès le début d'une relation, je suis obligée de montrer, voilà, ça c'est le package. Ne vois pas que ça. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe au prochain épisode, tout se casse la gueule, c'est pas possible. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de patients bipolaires qui subissent ça, vu qu'on est aussi dans une ère où, en effet, on a une vie sentimentale qui se fait redéfait plusieurs fois dans une vie. Pour un patient bipolaire, c'est compliqué. Et je pense aussi que ça freine énormément dans les nouvelles relations, en fait. Parce que je pense que certaines personnes n'osent plus dire qu'ils sont bipolaires et ne savent plus comment le dire. Coup, oui, mais je comprends ça, mais ça pour le coup, moi, je trouve que c'est une erreur totale. Après, moi je suis assez hypomane, donc quand je joue toujours les cartes qu'il y a à jouer, je dis c'est maintenant ou pas, donc je voudrais pas avoir des regrets plus tard. En effet, les patients qui sont plutôt dans des états de dépression vont en effet avoir tendance à se terrer sur eux-mêmes, à pas aller de l'avant, même s'il va y avoir une fille qui va leur plaire, etc. Et du coup, ils vont passer à côté d'un truc. Et c'est dommage parce que de toute façon,
Si on agit comme ça veut dire qu'on ne saura jamais en fait si ça aurait pu marcher, ça aurait pu être cool, même si c'est 6 mois, à vrai dire. C'est 6 mois de cool à prendre. Donc faut le jouer comme moi je vis les choses comme elles viennent. Mais vraiment, si je peux juste illustrer mon propos, j'ai rencontré le papa de mon fils dans un embouteillage sur l'autoroute. J'étais en instance de divorce. Je pense qu'en effet j'étais dans un état hypomane, parce que je chantais du téléphone à fond en tapant sur mon volant. Et lui il m'a dit « Ah, t'es trop rigolote, faut que je te rencontre ». Et Amaury est né même pas un an après. Parce que voilà, il y a des choses qui sont des impulsions, cette spontanéité, je pense, en effet sur un état hypomane qui peuvent être dommageables, faut pas l'oublier, mais qui ont aussi quelque part construit ma vie. Donc c'est pour ça que quand je parle aussi de déni, c'est important de ne pas être dans le déni, parce que on peut voir quels vont être les comportements qui peuvent être finalement toxiques et quels vont être les comportements qui vont finalement être constructifs, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Non, il y a du bon aussi. Voilà, mais il faut être dans la théorie de ce qu'on apprend, et je l'entends, après j'ai plus de mal à le mettre en pratique, mais il faut être en effet en alerte de ces choses-là pour pas faire de bêtises. Mais voilà, moi si j'avais pas fait cette bêtise, je ne serais pas maman aujourd'hui. Donc il y a des choses cool qui arrivent. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais à l'entourage justement du bipolaire ? Sur l'entourage, je pense que la base, c'est l'humain. C'est de ne pas oublier qu'on est sur des rapports humains, que les choses parfois peuvent être irréversibles, qu'elles ont donc une incidence parfois lourde, qu'il est important de faire preuve d'empathie et d'écoute, parce qu'on n'a pas je sais pas moi, de maman ou de frère, les choses sont rares et précieuses, et c'est important, déjà malade ou pas malade, de préserver ça. Alors qui plus est, quand on a un patient qui souffre de maladie bipolaire, qui a l'essence en exergue, qui est une hypersensibilité, on mesure ses mots, on évite certains propos, simplement on parle peut-être des choses pour le coup à froid, alors que sur l'instant peut-être qu'à chaud on aurait soulevé des choses qui auraient pu être finalement mal reçues. Donc je pense qu'il y a un vrai code du bipolaire, comme il y a un code de la route, sans quoi on peut vite aller au casse-pipe. Je pense qu'il peut vite y avoir, on le sait tous, je pense qu'on a tous vécu un moment où... C'est sûr. Moi je l'ai vu en psychoéducation, tout le monde est cassé, tout le monde est bourré de cicatrices. Donc maintenant qu'on le sait, maintenant qu'on a des clés, maintenant qu'on a un traitement, maintenant que l'entourage a des notions, allons dans ce sens-là. Sinon, on sait qu'au final, on a des risques de suicide aboutis. C'est pas rien. Faut jamais l'oublier, ça. C'est omniprésent. Ouais. C'est omniprésent. C'est une maladie qui tue. On ne peut pas, quand on a ces notions-là, laisser faire les choses. Surtout quand en plus il s'agit d'un très proche, un enfant, un parent. Enfin, c'est précieux. Ça n'a pas de prix. Donc oui, de l'écoute, de l'humain. Pourquoi pas remettre une discussion à plus tard si besoin est. Savoir faire tout ça. D'accord. Je te remercie, Ludivine. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot, quelque chose ? Non, peut-être simplement que les patients bipolaires et les familles et l'entourage de patients restent dans une démarche positive, parce que c'est trop facilement qu'on va se laisser accabler ou dérouter, parce que c'est le concept même de la maladie, mais de savoir que il y a des virages en effet difficiles, mais il y a aussi des virages qui peuvent nous emmener vers des choses bien, et il faut savoir simplement faire la part des choses, ne pas voir uniquement les choses
négative. Et vraiment continuer à se battre, se soigner comme tout patient, comme un diabétique qui fait sa piqûre d'insuline de la même manière. Voilà, ne pas lâcher et puis tant que faire se peut communiquer pour faire avancer surtout les mentalités parce je pense qu'il y a du travail à ce niveau-là. À faire, effectivement. Merci infiniment pour ce témoignage, c'est très riche, très enrichissant et voilà, merci.